Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre du mois de juillet 2025. Ce mois-ci, je vous propose d'explorer des outils de médiation qui s'installent en douceur dans vos expositions et sur vos lieux patrimoniaux. Ces outils ne sont pas invasifs spatialement et visuellement. Ils sont discrets mais engagés dans une connexion avec vos publics. Ils sont beaux, esthétiquement colorés et design. Ils sont aussi itinérants. Ces outils font partie de la médiation volante. La médiation volante, qu'est-ce que c'est ? La médiation volante regroupe tous les outils de médiation qui ne font pas partie intégrante de la muséographie et de la scénographie de vos expositions temporaires et permanentes. Cela signifie qu'il s'agit d'éléments à ajouter ponctuellement qui vont upgrader l'expérience de base. Sur le podcast, je vous ai déjà présenté régulièrement des outils de médiation volante. Souvenez-vous de l'épisode 113, l'été dernier, sur les racontes tapis. Ces grands morceaux de tissu, inspirés des médiathèques, qui créent une scène à partager des histoires en touchant des matières, en écoutant un conte, en jouant avec des marionnettes de doigts. Une parenthèse esthétique et multisensorielle où on s'évade avec un médiateur le temps d'une visite racontée et circonscrite à ce grand tapis, installé dans un jardin ou au milieu des œuvres. Quand la médiation est terminée, le tapis est replié. Il disparaît de l'exposition. Avec ce premier exemple des racontes tapis, vous voyez déjà les avantages de la médiation volante et à quels freins elle répond. En effet, quand on souhaite intégrer des outils de médiation dans un parcours permanent ou temporaire, certains professionnels de musées, et j'en rencontre très régulièrement, peuvent émettre une certaine opposition. On peut comprendre que certaines personnes puissent être contre le fait d'intégrer visuellement au milieu d'objets et d'œuvres d'art des activités ludiques et pédagogiques. Ces personnes souhaitent qu'aucun élément ne perturbe l'expérience contemplative et en connexion avec les œuvres d'art et les objets ou le patrimoine immatériel à évoquer pour laisser une certaine liberté de pensée, d'imagination, d'introspection entre le sujet traité et le visiteur. Les points de connexion sont les objets et leur matérialité, puis souvent un cartel, un texte qui va incarner l'unique mode de médiation en visite libre. Et au-delà de cela, on privilégie plutôt la médiation humaine avec des visites guidées plus ou moins originales. Je comprends tout à fait, même si je suis de la team médiation assumée dans l'espace muséal et expographique, je comprends tout à fait que de nombreuses structures se dirigent plutôt sur ce positionnement, quelle qu'en soit la raison invoquée. Et c'est souvent le cas des musées des beaux-arts, si on recense un peu tout ça, ou d'art contemporain, où la médiation va plutôt passer par le texte ou par de la médiation volante, comme un livret de visite par exemple. Mais il arrive aussi que de nombreux lieux culturels soient réfractaires encore aujourd'hui en 2025 à intégrer des outils de médiation physiquement présents dans leurs expositions, comme des musées d'histoire, des musées d'histoire naturelle, etc. La médiation volante est donc une bonne alternative pour offrir de la médiation qui va aller au-delà du texte avec une démarche plus originale qui reste douce et non invasive par rapport à ce qu'on juge plus important de valoriser dans l'exposition, les objets, les blocs textes classiques, etc. On ne juge pas,
l'objectif ici de cet épisode, c'est vous montrer que la médiation, elle est possible, même si on ne veut pas qu'elle saute aux yeux en fait dans l'espace muséal, dans l'exposition. Voici donc un top 5 des médiations volantes que vous allez peut-être expérimenter lors de vos visites estivales de cette année. Premier exemple, déjà cité, les raconte-tapis. Je vous en parlais il y a quelques instants. On dresse en quelque sorte la zone de médiation comme un pique-nique conversationnel. L'outil n'est visible qu'au moment de l'animation. On crée un décor dans le décor. L'avantage de cette médiation volante, c'est l'originalité du support qui est très adapté aux non-lecteurs et à la petite enfance, team bébé au musée. Mais ce support de médiation est aussi adapté au profil multigénérationnel des publics, puisqu'il suffit juste d'aimer les histoires et d'aimer se poser dans un joli lieu qu'on va pouvoir appréhender de manière multisensorielle avec des matières, des odeurs, des sons et une conversation enrichissante avec un médiateur et guide. En effet, je vous parlais tout à l'heure de marionnettes de doigts pour ce raconte-tapis, mais on peut très bien imaginer d'avoir des zones sonores, comme des petits bâtons de pluie, des grelots, des petits pochons à sentir, pour avoir le côté olfactif du patrimoine valorisé, etc., et d'aller sur une approche multisensorielle avec des attractivités dans cette histoire. J'espère que vous aurez l'occasion cet été de tester l'expérience raconte-tapis dans un château, un jardin ou une salle de musée. Deuxième exemple très simple de médiation volante, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, le livret de visite, le grand classique. On le distribue souvent aux familles avec des enfants lecteurs. Je suis assez mitigée, je vous avoue, sur cet outil en tant qu'usager. Je trouve qu'il est davantage adapté à une utilisation post-visite. Pour l'avoir testé un nombre très important de fois avec mon plus grand Martin, pour aller plus loin dans ce qu'on a découvert et pour continuer le dialogue enfant-accompagnateur, je trouve que cet outil, il est vraiment très bien. Par contre, lors de la visite, ça pose quand même quelques problèmes d'usage. Donc c'est un outil très intéressant pour la prévisite. L'enfant aime revenir dessus, faire le coloriage qu'on lui proposait, le mot mêlé en se remémorant seul ou accompagné de son parent ou d'un tiers, l'expérience vécue au musée et dans l'exposition. Donc sur place, je trouve que c'est quand même assez complexe à utiliser parce qu'on n'a pas forcément d'endroit pour pouvoir remplir le mot croisé confortablement en mode assis. On n'a pas forcément de crayon qui est fourni ou on a un crayon à bois, mais bon, on n'a pas forcément envie de crayonner un truc quand on est au musée, qu'il y a des interactions autour de nous, des choses à voir, à faire, et puis aussi la conversation avec l'accompagnateur qui est quand même la base du visite partagé enfant-accompagnateur, et on veut plutôt profiter de ce qui s'offre à nous dans l'espace. Et généralement, le livret finit quand même assez rapidement, souvent dans les 5 minutes, dans le sac du parent et de l'accompagnateur. J'avais regardé un peu mon timing la dernière fois. Donc c'est mon retour d'expérience. Mais je vous invite à réécouter l'épisode qui a eu un certain succès, le numéro 117, qui s'intitulait 5 astuces pour rendre un livret de visite immersif et multisensoriel. Et donc se donner davantage de chance, je dirais, pour qu'il soit utilisé pendant la visite. Même si déjà, si l'outil sert après la visite, c'est déjà un pari gagné puisqu'il y a en plus une continuité avec l'expérience muséale et expographique de départ. En position 3 de ce top 5, j'ai envie de vous parler de cet outil de médiation volante qui a fait l'objet d'un épisode qui a vraiment marqué les esprits, au point que certaines institutions se sont lancées dans l'aventure a posteriori du podcast. C'est le chariot pédagogique. Je vous en parlais dans l'épisode 87 avec Lucie Revelin et ses collègues du Muséum de Bordeaux, où on avait fait un épisode partagé. Donc un chariot pédagogique, c'est quoi ? Ça se situe entre la petite valisette de médiation et le chariot de street food, pour la faire courte. Mais pour que le chariot pédagogique soit efficace, il faut qu'il soit correctement designé avec toute l'ergonomie et les outils nécessaires pour pouvoir offrir aux médiateurs une scène originale et fonctionnelle pour entrer en connexion avec les visiteurs qui se baladent dans l'exposition. Puisqu'en effet, le chariot pédagogique n'est pas en libre accès normalement sur la base de cet outil
en libre accès aux visiteurs, mais il va fonctionner avec un médiateur qui est là pour rentrer en connexion avec les visiteurs. Donc l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il est itinérant, on peut le balader partout, et s'il est bien conçu, il rentre dans les ascenseurs bâtiments historiques, tout petits, les plus petits, et il peut même être tout terrain pour aller en extérieur. Il dispose de roulettes, de placards sécurisés, parfois d'étagères pour exposer des artefacts, de malles à costumes, pourquoi pas d'un petit théâtre, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'en designer plusieurs cette année 2025 avec une structure de base qui peut être totalement personnalisable en fonction du type de musée et du type d'animation souhaitée. C'était vraiment un exercice de muséographie et de scénographie extrêmement intéressant. Et si vous avez un projet de chariot sur mesure, eh bien je suis à votre disposition pour en discuter à la rentrée de septembre. En position numéro 4 de ce top 5 de la médiation volante, c'est bien sûr le traditionnel audio guide, mais qui aujourd'hui, en 2025, n'est plus si traditionnel que ça, normalement. Avec l'explosion des podcasts et des contenus sonores de qualité sur le fond et sur la forme, l'audio guide de musée n'est plus qu'une simple expérience où on nous livre de l'information avec une voix qui nous met un petit peu dans un état de somnolence. On a envie d'immersion, de ludique, de discours engagés et engageants, et il y a une réelle conversation normalement entre celui ou celle qui nous parle et nous-mêmes qui sommes là dans l'espace muséal avec des choses qui se passent autour sous nos yeux et même au-delà si on peut toucher, sentir et nous amuser. Donc normalement l'audio guide va vraiment créer une conversation entre le visiteur et puis les personnes qui livrent ces éléments de patrimoine matériel et immatériel. Donc l'audio guide est une vraie béquille pour proposer une expérience plus immersive dans une scénographie et une muséographie qui va être peut-être très classique et où on n'aura pas forcément envie d'ajouter des outils de médiation comme des manips, etc. Mais comme n'importe quel outil de médiation, il faut qu'il soit bien conçu en fonction d'un visiteur cible et des objectifs pédagogiques et scientifiques, avec un ingrédient indispensable, selon moi, le storytelling. Donc comprenez la mise en histoire. Il faut un concept narratif à votre audio guide, sinon il va être juste classique, informatif et descriptif. Mais bon, c'est pas ça aujourd'hui qu'on veut en 2025. Et aujourd'hui, en 2025, c'est quand même super dommage si on s'arrête à ça. Faites appel à un muséographe, à un auteur. Voilà, si vous manquez d'idées pour réinventer et pimper votre audio guide. Et justement, j'avais fait un épisode, l'épisode 108, qui s'intitulait « Comment pimper l'audio guide d'un musée ou d'une exposition ». Donc allez voir ces idées et puis surtout faites-vous accompagner pour dépasser un petit peu cet audio guide classique qui est vraiment dépassé aujourd'hui en 2025. Et pour finir ce top 5 de la médiation volante, le dernier exemple que je peux vous donner, ce sont les jeux XXL qu'on peut sortir à l'occasion d'une journée de visite exceptionnelle ou d'un événement. On va venir greffer à l'exposition un outil de médiation temporaire qui va donner à l'espace une toute autre dimension. Et souvent, ces jeux vont être plutôt géants, très grands, voilà, ils vont occuper largement l'espace au sol, voilà, donc pour les grandes salles, ça peut être vraiment bien, surtout quand on a des grandes salles où il y a uniquement le linéaire, donc les 6 mètres qui sont occupés, et puis au milieu, il y a peut-être une assise ou quelque chose de peu minimal, mais souvent on est plutôt sur des assises, et puis il n'y a rien au milieu. Donc là, l'idée, c'est d'occuper l'espace. Et ces jeux XXL peuvent être plein de choses différentes. Par exemple, des mots mêlés géants, des labyrinthes au sol, des jeux de plateau, des jeux de loi, des marelles, des quilles XXL. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et ces jeux XXL peuvent être sous forme soit d'éléments à assembler dans la salle du musée au sol, ou bien il peut s'agir de stickers qui seront semi-permanents. Donc il peut s'agir aussi de mobilier itinérant plus imposant sous forme de paravents, de modules à roulettes, etc. Donc on peut vraiment imaginer toutes les options qui sont possibles à partir du moment où elles répondent
à vos objectifs de connexion avec les publics, qui va permettre du coup d'upgrader dans un temps circonscrit votre exposition. Donc voilà, des jeux XXL. Et c'est ainsi que se termine ce top 5, mais nous aurons pu aussi parler de cabanes, de tipis et compagnie. Donc si je résume les 5 exemples de médiation volante, je peux vous les redire. Donc le premier exemple, c'était les raconte-tapis. Le deuxième exemple, c'était les fameux livrets de visite. Le troisième exemple, les chariots pédagogiques. Le quatrième, l'audioguide. Et le cinquième, les jeux XXL. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donne des idées pour pimper votre exposition en douceur dès la rentrée avec de la médiation non invasive qui n'entre pas en conflit avec ce que vous souhaitez valoriser en premier lieu, peut-être votre collection, et ça peut se comprendre, tout en répondant quand même à un réel besoin des publics et une réelle mission du musée qui est de rentrer en connexion avec ses visiteurs pour lui montrer un patrimoine de manière multisensorielle autrement que par l'unique expérience livresque. Voilà, c'est vraiment ça la base, de proposer un musée qui n'est pas uniquement un livre ouvert. Et puis j'espère que vous aurez l'occasion d'expérimenter ces outils dans les lieux visités cet été. Je vous donne rendez-vous en description de l'épisode pour la playlist complémentaire, pour aller plus loin dans ces outils de médiation volante. Et puis, je vous dis à tout de suite sur mon compte Instagram, @fun-8, in-8, muséum, pour continuer cette Dolce Vita, particulièrement en Italie. Bel été et bonnes vacances!